Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les stratégies d'adaptation des plantes au stress hydrique. Le plan de ce travail comporte une petite introduction, rappel sur la pression hydrique, réponse des plantes au stress hydrique, les stratégies de résistance des plantes au stress hydrique, les événements cellulaires conduisant à l'induction de l'expression des gènes lors de stress hydrique et on va terminer par une petite conclusion. Concernant l'introduction, comme tout organisme vivant, les plantes doivent faire face à des contraintes de leur environnement qui peuvent être plus ou moins sévères. Donc, ils influencent sur la croissance et le développement des plantes. Alors, la plante met en place des mécanismes leur permettant de percevoir des contraintes d'origine abiotique, c'est-à-dire soit l'air, le sol, l'eau, ou biotique, c'est-à-dire biotique, les champignons, les virus, les bactéries, et de produire des réponses adaptées à la nature et à l'intensité de signal perçu. Donc, dans ce travail, nous allons répondre sur les questions suivantes. Que la plante est un défi hydrique? Quelles sont les stratégies d'adaptation des plantes pour résister au stress hydrique? Quels sont les événements cellulaires conduisant à l'induction de l'expression des gènes lors de stress hydrique? Alors, on va un petit rappel sur les pressions hydriques. On va commencer par l'important de l'eau. Comme vous savez, l'eau est une substance chimique constituée de molécules, l'oxygène et l'hydrogène. Donc, de hydrogène et une seule molécule d'oxygène. Alors, l'eau est très stable et réellement très active. Parmi les propriétés particulières de l'eau, l'eau est essentielle à la vie, excellent solvant, facilement transporté à travers les plants grâce à une structure polaire. Parmi les propriétés thermiques, on a une chaleur spécifique élevée et la quantité d'énergie thermique qu'il faut fournir à une masse d'eau pour élever sa température de 1 degré Celsius. L'eau est très difficile à chauffer par rapport à d'autres liquides. Il y a la chaleur spécifique la plus élevée. On a aussi chaleur latence de vaporisation. C'est la chaleur nécessaire pour transformer une masse d'eau bouillante en vapeur sans changement de température. Concernant les propriétés d'addition et de cohésion, on a des forces de cohésion, c'est l'ensemble des liaisons qui font les molécules d'eau entre elles. Et des forces d'addition, c'est une force douée à l'attraction des molécules d'eau par une surface solide. Le cas de la paroi des cellules végétales, le potentiel chimique de l'eau au potentiel hydrique est une énergie qui permet aux molécules d'eau de se déplacer. Ce potentiel est influencé par les facteurs suivants: la concentration, nombre de solutés augmenté, pression hydrostatique ou pression de Thirgesson et la gravité. Concernant l'eau dans le sol, comme vous savez, le sol est la partie superficielle de la lithosphère et il provient de l'altération de roches mères. La teneur des sols au nom dépendant du type de sol et sa structure. La capacité au champ, c'est la capacité totale d'un sol à retenir de l'eau, saturation de l'eau. Les sols argileux ont une capacité au champ élevée, tandis que le sol sableux a une faible capacité à retenir l'eau.
Donc, euh, les formes dans le sol, on distingue quatre types de, de présence d'eau dans le sol. On a l'eau libre ou l'eau gravité, l'eau capillaire, l'eau hygroscopique et l'eau d'hydratation. Concernant l'eau gravité ou l'eau libre, on a, comme vous voyez dans ce figure, l'eau gravité possède des pores de 8 à 30 micromètres de diamètre. Pour l'eau capillaire contenue dans les types capillaires du sol et nous distinguons l'eau capillaire absorbable et celle non absorbable. Donc, dans l'eau capillaire absorbable, le type capillaire entre 2,2 micromètres et 8 micromètres. Et dans le non absorbable, le type capillaire inférieur à 0,2 micromètres. L'eau hygroscopique absorbe directement de l'humidité atmosphérique et forme un film fin qui couvre les particules du sol. Il n'y a pas soumis à des mouvements. Il n'y a pas assimilable par les plantes non absorbables et fortement retenu à des forces supérieures à 31 atmosphères. Alors, concernant l'eau d'hydratation, c'est l'eau qui fait partie des minéraux formant le sol, exemple d'argile. Alors, l'eau dans la plante, dans cette partie, l'entrée ou la sortie d'eau de la cellule sont conditions par le gradient de concentration, c'est-à-dire l'eau se déplacer vers les zones à faible concentration. Donc, l'eau passer du milieu plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, ces expériences montraient le passage de l'eau en placé deux compartiments séparés par un paroi semi-perméable, la même quantité, la même concentration de l'eau, mais dans le compartiment 1, on a un peu de solidité que chez le compartiment B. Donc, l'eau passée de compartiment 1 vers le compartiment B. Concernant l'absorption et transport de l'eau du sol à l'atmosphère, donc l'absorption se fait dans les racines de plantes et la transpiration se fait par les tissus conducteurs de plantes. De sol à l'atmosphère via la plante, l'eau traverse différents milieux, parois cellulaires, membranes, cytoplasmiques. La quantité de l'eau qui passe par diffusion simple est négligeable devant celle que traversent les aquaporines. Alors, les aquaporines sont des protéines membranaires assurant le transport d'eau dans le milieu extérieur vers l'intérieur ou l'inverse. Concernant l'absorption de l'eau par les racines, l'absorption de l'eau du sol est effectuée par les prolongements des cellules épidermiques de la partie apicale des racines, notamment les poils d'absorbants. Alors, les poils d'absorbants aboutissant à l'augmentation de la surface d'échange. Donc, ce schéma montrait le passage de l'eau à travers les poils d'absorbants et les racines. Donc, le passage de l'eau se fait par plusieurs voies. On a les voies de l'apoplaste, c'est-à-dire l'eau traverse le paroi cellulaire sans franchir le membrane plasmique jusqu'à l'endoderme. Donc, au niveau d'endoderme,
l'eau passait par le voie de symplast, c'est-à-dire franchit le membrane plasmique et arrivait au niveau des tissus conducteurs, notamment les xylènes. Donc, au niveau des tissus conducteurs, l'eau conduit par le xylème de racine vers toutes les parties de la plante. Donc, l'eau arrivait au niveau des feuilles. Donc, comme vous voyez dans ce schéma, on a un coupe transversale de feuilles, on a une partie supérieure et partie inférieure. Dans la partie inférieure, on a les stomates. Les stomates contiennent deux cellules de garde et un port appelé ostidiole. Donc, donc au niveau du stomac, on a le phénomène de transpiration, c'est-à-dire l'échange entre la plante et l'atmosphère. Donc, l'eau éliminée par la plante par les stomates. Donc, ce schéma récapitulatif, la nutrition hydrique, on a d'abord l'absorption de l'eau par les racines et conduit par les tissus conducteurs, les xylènes, et éliminé par les stomates. Donc, on a trois phénomènes, l'absorption, la conduction et la transpiration, c'est-à-dire l'échange de l'eau entre la plante et l'atmosphère. Maintenant, je passe au stress hydrique. Le stress hydrique a été défini comme une baisse de la disponibilité de l'eau traduisant par une réduction de la croissance de la plante et de sa reproduction par rapport au potentiel de génétique. Donc, on parle de stress hydrique. C'est la quantité de l'eau absorbée est inférieure à la quantité d'eau transpirée. Alors, la plante répondait au stress hydrique. On a deux types de plantes, soit adaptées au stress hydrique ou non adaptées. On va commencer par les végétaux, la réponse des plantes au stress hydrique chez les plantes non adaptées. Donc, d'abord, on a la sensibilité au stress hydrique, la diminution de la croissance et la reproduction, et enfin, mort de la plante. Un mécanisme suffit par une expansion cellulaire, augmentation de synthèse d'acide abscissique, l'hormone ABA est un hormone synthétisé par les racines dans l'état de stress hydrique, émigré jusqu'à les feuilles, interagit avec, lié avec un récepteur situé au stomate et induit la fermeture du stomac, puis la diminution de la photosynthèse, diminution de la respiration, flétrissement, sainissement de la plante. Chez les plantes adaptées au stress hydrique, la résistance des plantes se fait c'est le maintien de la croissance et développement normal des plantes par l'intervention de plusieurs stratégies. Donc, l'intervention de plusieurs stratégies à court, moyen, à long terme. Donc, on a des réponses à court et moyen terme et des réponses
à long terme. Donc, les réponses court et moyen terme, c'est une réponse physiologique. Et les stratégies à long terme sont des réponses adaptatives. Concernant les réponses physiologiques aux réponses à court terme, on a la fermeture des stomacs. Ce phénomène, ce mécanisme se fait par l'augmentation de la concentration de en ABA dans le feuille. D'abord, lors du stress hydrique, les racines synthétisent l'ABA. L'ABA conduit jusqu'à les feuilles, notamment dans l'estomac. Dans l'estomac, on a des récepteurs membranaires dans l'estomac, notamment la paroi de cellules de garde, on a des récepteurs membranaires de l'ABA. Donc, l'ABA lié avec les récepteurs membranaires des cellules de garde et induit les flux des ions K+ et Cl- à l'extérieur. Donc, K+ et Cl- passent de l'intérieur des cellules vers l'extérieur. Et Ca2+ entrer dans la cellule. Donc, Ca2+ entrer dans la cellule et lié avec une protéine kinase. Cette protéine induit l'ouverture des canaux potassiques et des canaux de Cl-. Et ce sortie de K+ et Cl- permet de sortir l'eau et la fermeture de stiole. On a aussi des réponses de développement se manifestent par la diminution de la taille des feuilles, diminution de la quantité de la feuille, augmentation des dépôts des craies épiculaires, c'est-à-dire, donc, dans la face supérieure de feuille, on a un dépôt de serre. Donc, ce serre empêche la sortie d'eau et maintient l'eau du feuille. On a aussi des réponses aux stratégies moyen terme, réponse physiologique, on a ajustement osmotique, aux tolérances. D'abord, la synthèse et l'accumulation de l'osmoprotection, l'augmentation de la concentration intracellulaire, l'entrée de l'eau et maintien de la pression de Thiergesson. Donc, la cellule maintient la pression de Thiergesson. Concernant les stratégies d'adaptation à long terme, des plantes adaptées aux défis hydriques. L'exemple des plantes xérophytes. La réduction de surface de transpiration par atrophie des feuilles. On a aussi développement du système racinaire en surface ramification et en profondeur. Donc, ramification en surface et en profondeur. On a aussi diminution de la surface foliaire, transformation des feuilles en épais ou perte des feuilles avant la saison sèche, échappant. Donc, avant la saison sèche, les plantes perdent leurs feuilles. On a aussi des constitutions des réserves de l'eau, des tiges-feuilles contenant des parenchymes aquifères stockés l'eau dans les grandes vacuoles, comme vous voyez dans ce schéma. On a aussi des réponses aux adaptations métaboliques. L'exemple des plancas. Pendant la nuit, l'estomac ouvert pendant la nuit et l'absorption de CO2 qui interagit avec un
euh, carbone 3, le pyruvate, et donner l'oxaloacétate, puis le malade. Pendant le jour, l'estomac fermé, le malade converti en pyruvate et CO2. Donc, CO2 entraîne dans le cycle de Calvin. Ce tableau résume les mécanismes et l'adaptation de certains plants. On a des mécanismes de prise d'eau. L'adaptation se fait par des systèmes racinaires profondeurs. Exemple de Acessia directement à la nappe phréatique, Nerium olidaire. On a système racinaire étendu peu profondeur, l'absorption de l'humidité de l'air, exemple de Tillandsia. On a aussi le stockage de l'eau, les feuilles succulents, tuberculose charnée et tiges succulents. Donc, dans le partie de l'événement cellulaire conduisant à l'induction de l'expression des gènes de stress hydrique, on a la perception cellulaire de stress hydrique. La plante doit reconnaître le stress pour lutter efficacement quand quantité d'eau au niveau cellulaire diminue. Résultat, l'activation de la transduction de C de défait hydrique. Cette transduction de C se fait par cinétique d'induction des gènes différence d'induction entre des tissus différents, voire des signalisations différentes, et réponses différentes niveau spatial et temporel. Alors, pour plusieurs gènes exprimés en réponse au stress osmotique, on identifie des éléments d'ADN suffisants et nécessaires pour l'expression. Le facteur de transcription se fixe sur ces éléments où plusieurs gènes sont régulés par ABA. Alors, comme conclusion, pour conclure, les plants s'adapter au stress hydrique, soit par échappement ou évitement ou par tolérance. Pour le mécanisme de l'échappement, ces plantes réalisent leur cycle complet de développement pendant la saison favorable et elles échappent la mauvaise saison par de plusieurs significations, par la réduction de perte d'eau et par absorption plus efficace de l'eau. Donc, le mécanisme de l'évitement, les plantes cherchant à éviter la déshydratation pour garder un potentiel hydrique plus élevé par l'augmentation de l'absorption au niveau des racines, augmentation de la longueur, nombre et masse des racines et diminution de transpiration au niveau des feuilles. Pour le mécanisme de la tolérance, la plante fait un ajustement osmotique par le maintien de la turgescence des cellules et par l'accumulation de osmolalité dans le cytoplasme. On a mis en évidence de nombreux mécanismes de réponse au stress hydrique, mais il reste encore plein de bols. Mieux comprendre comment le stress est perçu, comment le stress entraîne une réponse au niveau cellulaire, au niveau de la plante. On a mis en évidence de nombreux gènes impliqués, mais quels sont les gènes importants dans la résistance au stress? Quelles particulières des plantes résistantes pouvant être transmises aux plantes d'intérêt agronomique? Et finalement, merci pour votre attention.